Le cheval plaît beaucoup, hein. C'est un vecteur de communication extraordinaire. Avant d'être un cavalier, c'était important d'être un horseman. Always put the horse before the personal ambitions. Vraiment un cheval incroyable. Voilà quelqu'un qui est champion olympique et qui n'est pas ordinaire. Se remettre en question et peut se servir des défaites pour être meilleur après. Ce feeling, je l'ai eu directement avec Caleb. On fait du haut niveau, il y a le côté financier, c'est comme ça. Aller en compétition parce qu'il est bon, pas parce qu'il paye une table. Moi, je veux pas courir mes chevaux pour l'argent. If you can do it in a way that doesn't take too much out of your horses. Quand on voit l'évolution en 10 ans de temps, qu'est-ce que ça va être dans 10 ans? Pouvoir motiver les jeunes à aller au bout de leurs rêves. Forme de très très bons compétiteurs. Je ne vais pas dire que ça forme des hommes de chevaux. Pour moi, les bons moments, ils sont à venir. Aujourd'hui, réussir sa vie, c'est avoir la vie que l'on souhaite. C'est à Équitalion que nous avons eu la chance de poser nos micros devant l'un des cavaliers les plus brillants de sa génération. Martin Fuchs est un nom que tout le monde connaît, un nom qui résonne fort, non seulement en Suisse, mais dans le monde entier. Né d'une véritable dynastie équestre, devenir cavalier de haut niveau n'était pas une option, mais presque une évidence. Et pourtant, ce qu'il a construit est bien plus qu'une trajectoire attendue. C'est celle d'un champion qui s'est affirmé par son talent, sa régularité, sa détermination et une intelligence du sport peu commune. Champion d'Europe individuel en 2019, numéro 1 mondial en 2020, il a représenté la Suisse à 3 reprises aux Jeux Olympiques, à Rio, Tokyo et Paris. Et cette année, il était vainqueur du mythique Grand Prix d'Aix-la-Chapelle. La liste est longue et impressionnante. À seulement 33 ans, Martin Fuchs continue d'écrire son histoire et celle de l'équitation mondiale. Ce qui nous a frappé chez lui, c'est cette confiance tranquille, cette clarté dans les idées, cette capacité à faire de chaque décision un choix mûri et assumé. Dans un emploi du temps particulièrement chargé, il nous a offert un vrai moment d'échange, un échange sincère, généreux, où il revient sur ses choix, ses chevaux, ses ambitions. Un grand merci à lui pour cette rencontre que nous sommes très heureuses de partager avec vous aujourd'hui. Allez, c'est parti. Bienvenue dans I'm an Equestrian, le podcast. Bonjour Martin Fuchs. Je vais t'appeler Martine et pas Martin. Comment vas-tu ? Très bien, merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'avoir accepté. Pour tout te dire, donc ça fait un moment qu'on a envie de t'avoir sur le podcast. On avait même fait les yeux doux à Michel Sorgue pour qu'il nous aide à avoir ton accord, mais finalement, on n'a même pas eu besoin de Michel. On est vraiment très heureuse de t'avoir sur le podcast et il faut savoir que nos auditeurs attendent cet épisode avec beaucoup d'impatience. Ça fait longtemps qu'on nous réclame l'épisode avec Martin Fuchs. Parce que tu fais tout simplement partie de ces cavaliers qui ont fait grandir le saut d'obstacle et qui ont grandi dans le saut d'obstacle. C'est une sorte de tradition familiale quand même chez toi, on va beaucoup parler de ça. Ton père, ta mère, ton oncle ont tous été cavaliers de haut niveau, donc Thomas, Renata et Marcus Fuchs. Et on peut dire que tu es vraiment né en selle, à cheval quasiment. Et mon parrain, Willy Melliger. Je savais pas. Oui. Ok, incroyable, ok. Bon, vraiment, je pense que tu ne pouvais pas faire autrement que de monter à cheval. Tu as suivi leurs traces avec beaucoup de mérite. Tu as été champion d'Europe individuel en 2019. Tu as été numéro 1 mondial, c'était en 2020. Plusieurs fois médaillé, vainqueur de grands prix internationaux, dont celui d'Aix-la-Chapelle. Évidemment, je pourrais rester longtemps sur ton palmarès, mais on peut noter aussi tes médailles à Rio. Tu étais aussi présent, tu as en tout cas représenté la Suisse dans 3 Olympiades déjà. Et puis aujourd'hui, tu as 31 ans, tu es 28e mondial. Tu as un très grand palmarès et pourtant, quand on regarde ton âge, on se dit « ouais, t'as que 31 ans, quoi, c'est assez dingue ». On aimerait vraiment comprendre comment t'en es arrivé là. 33 ans. 33 ans ? Ouais. Ah, tu vois, je t'ai rajeuni. On aimerait vraiment comprendre comment t'en es arrivé là. Comment c'est aussi de grandir dans une famille comme la famille Fuchs, parce que c'est quelque chose. Ce palmarès que vous avez tous, comprendre tes racines, comprendre tes valeurs. Mais avant tout, on aimerait bien que tu te présentes, que tu nous parles de toi, de ta personnalité. Tu es quand même à la fois très visible et très médiatisé, mais aussi très discret. On te voit peu, tu prends la parole avec parcimonie et de temps en temps. Est-ce que tu peux nous parler de toi, nous parler de ton caractère et après on va te demander de raconter toute l'histoire. Oui, bien sûr. Comme je dis, merci beaucoup pour cette invitation. Je me réjouis pour votre question et pour
parler un peu de ma vie et de mon chemin. Surtout avec ma famille qui m'a aidé et supporté beaucoup dans le sport et puis qui m'a ouvert toutes les portes pour arriver à cet endroit ici. J'ai eu sûrement beaucoup de chance pour être né dans une famille de chevaux, du saut d'obstacles. J'ai toujours eu des bons propriétaires, des bons supports de mes parents, aussi de mon frère, de mon oncle, de mon parrain Willy Melliger. Alors oui, c'est vraiment une affaire de famille chez nous et puis il y a tout le monde qui pousse la même direction. Et grâce à ça, je pouvais avoir déjà grand succès dans le sport. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu es, quels sont tes traits de caractère? Comment est-ce que les gens te décriraient? Je pense que ça dépend un peu qui, mais sûrement je suis très dedication. Ouais. Dévoué, déterminé. Déterminé, ouais. Passionné et puis j'aime bien faire des choses, j'aime bien parler avec des gens, j'aime bien faire le commerce aussi, j'aime bien voir les différents chevaux, j'aime bien passer le temps avec mes amis pour rigoler un peu, pour être un peu drôle et pas toujours seulement très sérieux, mais au concours ou pour les parcours et puis je suis très sérieux et puis je suis toujours ici pour faire le mieux pour moi et pour mes chevaux. Et puis alors, il y a sûrement deux différents côtés de Martin Fuchs. Ah oui. À quel âge est-ce que tu t'es dit que finalement ta vie ce serait le sport de haut niveau? À quel moment? Est-ce que tu as eu un déclic à un moment donné? Non, je n'avais pas un déclic, mais déjà quand j'étais tout petit, je me rappelle quand j'étais à Zurich pour le Coupe du Monde, c'était pas loin de notre maison, le grand concours, c'était mon concours préféré. Et mon parrain Willy Melliger, il a gagné avec Calvaro le Grand Prix. Et puis j'étais là, j'étais tout petit. Et puis je me rappelle que j'ai pleuré quand il a gagné. Et puis oui, j'ai plein de mémoires comme ça depuis tout petit pour regarder ces grands champions et pour un jour vouloir faire comme eux. Tu as commencé, en tout cas, tu as été immergé dans le sport de haut niveau avec Willy Melliger, mais aussi avec ton père, avec ton oncle. Qu'est-ce qui t'ont inculqué comme valeurs, comme traditions, comme fondamentaux? Qu'est-ce que c'est de grandir dans la famille Fuchs, de grandir aux côtés de Willy Melliger? Qu'est-ce que tu as appris? C'est quoi vraiment la base de tout ça chez vous? Oui, c'est sûrement que j'ai eu toujours une bonne base éducation avec les chevaux grâce à mes parents. Déjà depuis tout petit, j'ai appris pour faire les choses avec les chevaux dans le bon chemin, avec un bon management. Alors, grâce à ça, même maintenant, si j'ai des problèmes ou des difficultés avec des différents chevaux, j'ai toujours mes parents qui sont là pour m'aider et puis ça m'aide pour avoir comme je dis, une fondation très profonde. Qu'est-ce que c'est être un homme de cheval chez les Fuchs? A horseman. Ouais, c'est sûrement mon père, il est très dédié de ça et puis il essaie de nous apprendre le plus possible pour sortir les chevaux souvent, pour les avoir au pré, au paddock, pour les laisser très naturels, pour changer toujours un peu leur programme dans la journée, pour ne pas faire toujours que la même chose. Et puis même avec si on s'entraîne sur les obstacles à la maison, il change toujours un peu ses idées. Il regarde des vidéos des autres coachs. Je me rappelle un jour, il a vu une vidéo de Harry Swift il y a 30 ou 40 ans et le lendemain, il a construit quelque chose que Harvey s'entraînait il y a 40 ans. Alors oui, c'est sûrement grâce à ça que mon père il est un des entraîneurs les plus connus et avec le plus de succès parce qu'ils évoluent tout le temps. Et puis c'est pour moi une grande chance.
Alors, ça a été une chance, sans doute, ça a dû te porter dans ta carrière. Est-ce que, par contre, ça t'a aussi apporté des moments de pression? Est-ce que tu t'es dit que tu avais aussi un rôle à jouer, de porter ce nom et d'aller toi aussi au plus haut niveau? C'est sûrement la question que j'ai le plus demandé, comment dire. Mais non, pour moi, c'était toujours plus facile parce que je connaissais déjà tous les bons cavaliers. Ils me connaissaient déjà quand je suis tout petit. Alors pour rentrer dans ce monde du haut niveau, c'était sûrement plus facile pour moi parce qu'il y avait moins d'intimidation. Ouais, moins de pression, ouais. Ouais, moins de pression et puis je n'étais pas timide. Ouais. Ouais. Est-ce que tu pourrais revenir avec nous, Martine, sur les différentes étapes de ta carrière? Parce que alors moi, de mon point de vue, en Suisse, il y avait Steve. Et puis d'un coup, tu es arrivé sur la scène internationale comme un binôme avec lui. Et j'ai l'impression que tu as grandi discrètement dans ton coin jusqu'à arriver au plus haut niveau. Est-ce que tu peux nous expliquer par quoi est-ce que tu es passé? Bon, mon chemin, c'était sûrement aussi grâce à Steve, parce que mon père, il s'entraîne Steve aussi. Alors, déjà depuis 10-15 ans, presque plus peut-être, on s'entraîne ensemble. Et puis, je vais au concours avec Steve tout le temps. Et puis, il m'avait toujours aidé pour rentrer dans les gros concours quand j'étais encore plus jeune et j'avais pas les rankings. Alors, ouais, Steve, c'était sûrement un grand mentor, il est toujours. Et puis, ouais, ça m'a aidé pour monter avec lui tous ces grands concours à côté de lui. Et après, sûrement aussi avec les Coupes des Nations. S'il y a nous deux dans l'équipe, on a toujours une grande chance de faire bien. Puis, avec nos autres patriotes suisses, on essaie toujours d'avoir la meilleure équipe pour les Coupes des Nations. Est-ce que tu as monté à poney? Est-ce que tu as fait les circuits juniors? Est-ce que tu avais déjà fait des grands championnats juniors, jeunes cavaliers avant d'arriver sur la scène des seniors? Oui, je n'ai pas fait le poney, mais j'ai fait le Children à Istanbul, les championnats d'Europe. Après, j'ai fait tous les championnats juniors, j'ai fait tous les championnats jeunes cavaliers. Alors, ouais, et après ça, j'ai tout de suite fait les championnats d'élite à Aix-la-Chapelle avec Louni quand il avait 9 ans. Alors oui, tu avais déjà l'expérience. Ouais, j'avais beaucoup de l'expérience. Quelque part, tu as suivi le circuit classique et je sais qu'en Suisse, vous avez plein de programmes avec la fédération qui accompagne les jeunes talents. Tu as fait vraiment ce circuit assez évident du jeune cavalier qui progresse et qui fait tous les championnats pour sa catégorie d'âge. Oui, pour moi, c'était super parce que il y a aussi dans les championnats jeunes cavaliers ou juniors, il y a déjà beaucoup de pression avec toute l'équipe et avec les médailles et puis tu dois faire sans faute. Et puis, moi j'ai toujours eu des très bons résultats. On avait une super équipe, on a gagné plein de médailles individuelles et par équipe. Alors oui, ça m'a déjà donné beaucoup de confiance pour après faire les championnats de l'élite. Elle vient d'où ta confiance? Ton mental, il vient d'où? Est-ce que c'est inné, c'est ta personnalité, t'es comme ça, t'es hyper compétitif? Est-ce que ça a été travaillé ou est-ce que c'est aussi peut-être ta famille qui t'a beaucoup aidé, porté, donné confiance en toi? J'ai toujours eu beaucoup de confiance et puis c'est un peu bizarre à dire, mais dans notre famille ou surtout avec mon père et mon oncle, c'était normal pour avoir du succès. Ouais. Déjà quand j'étais petit, c'était pas ou peut-être un jour tu vas aller aux Jeux Olympiques, c'était. Tu iras aux Jeux Olympiques un jour, c'était évident. Oui, parce que il y avait tout le monde qui était chez nous, tout le monde était aux Jeux Olympiques, tout le monde a gagné les médailles. Ça, alors. Est-ce que tu te rends compte à quel point c'est pas commun du tout ça? Il y a pas de famille dans laquelle on se réveille, on est en se disant un jour j'irai aux Jeux. Tu vois, c'est pas commun. Ouais, c'est pas, mais je pense que ça m'a aidé beaucoup de toujours avoir beaucoup de confiance et d'être sûr que je suis sur le bon chemin et puis pour continuer cette direction. Parce que j'ai eu seulement une fois dans ma carrière un moment un peu difficile, c'était pendant le Covid et puis j'étais numéro
2 ou 3 mondiales et il n'y avait pas trop de concours et puis on a toujours sauté à Saint-Tropez, à Hopside. Et je ne voulais pas amener mes 2 meilleurs chevaux, Clooney et Designer. Alors on a donné une pause et je suis toujours allé avec les autres chevaux. C'était quand même des 5 étoiles et puis j'étais, je pense, 11 fois à Saint-Tropez et je gagnais rien du tout pour 11 semaines. Et puis c'était la première fois que je pensais, je ne sais plus comment monter, je ne sais plus comment gagner, c'est vraiment bizarre. Et puis là, j'ai vraiment appris pour savoir comment les amateurs ou les jeunes cavaliers ou quelques se sentent des fois, parce que c'était tout nouveau pour moi. Et puis c'était une super expérience. Ouais. C'est drôle, c'est drôle de se rendre compte que ta normalité, c'est de gagner et d'être toujours au top. Et tu t'es rendu compte... Moi, je suis loin de toujours en top. Mais normalement, tous les quelques concours, on peut gagner quelque chose, on a des bons parcours et puis les chevaux vont bien. Et ça. Mais si un jour sur l'autre, je ne gagne plus rien et puis les chevaux ne vont pas bien, parce que j'ai monté le 3e, 4e, 5e cheval sur le niveau du 1er, 2e cheval. Et puis après moi, j'ai perdu un peu confiance. Je n'ai pas monté comme les autres concours et ça. Alors c'était vraiment une bonne leçon pour moi. Comment est-ce que tu t'es dit, bon, c'est pas grave, on remonte la pente, je vais me sortir de ça et puis le cercle vicieux va s'arrêter pour redevenir un cercle vertueux? Bon, c'est pas que je dis c'est pas grave et j'ai juste essayé de faire mieux et puis c'était aussi à cette époque-là, grâce à Steve, je lui parlais aussi de ça et puis ça m'a aidé de savoir que on a le même un peu la même façon de travailler et pour savoir que c'est pas que je fais maintenant un jour sur l'autre tout faux. Il faut juste continuer sur ce chemin et puis un jour le succès va revenir. En fait, tu as vécu ce que tous les cavaliers amateurs vivent le reste de leur année. Oui, bien sûr, c'était super pour moi parce que je fais aussi d'entraînement, un peu de coaching et ça. Et puis, j'ai appris beaucoup. Tu disais tout à l'heure, tu parlais de Steve comme d'un mentor. Et c'est vrai que on vous voit tout le temps tous les deux. Tout à l'heure, Léa, elle parlait de vous comme d'un binôme. Mais nous, on a vraiment l'impression que vous avancez tous les deux. Qu'est-ce qui t'a appris? Parce que, alors on ne l'a pas encore reçu dans le podcast, mais on a déjà fait des choses avec lui et on l'a déjà écouté en conférence. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, beaucoup de choses à dire, des fortes valeurs. Le fait d'évoluer aussi proche de lui, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, au quotidien, comme expérience? Et puis aussi, en quoi est-ce qu'il t'inspire, Steve? Il m'inspire sûrement avec son succès, avec les différents chevaux, avec des différents types de chevaux. Et puis pour déjà longtemps, il est au top et puis il performe bien, super bien au championnat. Et puis il est toujours bien dans les moments critiques. Et puis aussi à sa façon, comment qu'est-ce qu'il fait pour le sport et sa façon de penser pour l'équestre en total. On va y revenir, on va reparler de ça un peu plus tard. J'aimerais bien que tu nous parles un peu de ton système actuel, de comment est-ce que tu travailles. Donc là, j'ai vu que tu entraînais une cavalière américaine qui portait les couleurs Team Fuchs. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu es structuré, qui gravite autour de toi, comment ton système fonctionne tout simplement aujourd'hui pour vivre de ce sport? Oui, j'ai deux élèves avec ici, Juna Lauder pour les États-Unis et puis Lola pour la Suisse. Alors, j'adore pour avoir des élèves comme ça qui ont beaucoup de talent et puis qui sont motivés à bien faire dans ce sport-là. Aussi à la maison, on a plein des élèves. C'est mon père Thomas et ma maman qui s'occupent et puis on a aussi 2 coachs
encore aux écuries qui nous aident avec ça, parce que sûrement c'est beaucoup avec ma carrière et puis leur sport. Alors oui, on a c'est beaucoup de management et puis on a une grande équipe pour supporter tout le monde la même chose. Et puis moi j'aime bien aussi faire le commerce pour trouver de bons chevaux pour ces élèves. Je travaille beaucoup avec les États-Unis et j'ai plein de gens qui cherchent des chevaux pour nous et puis qui nous aident pour toujours avoir des bons chevaux, pas que pour moi, mais surtout aussi pour nos élèves. Et puis oui, j'adore pour essayer de leur apprendre quelque chose et puis de leur donner confiance pour être le meilleur. Tu dirais que ta pédagogie, elle est comme ça pour leur donner confiance principalement plutôt que de leur apporter de la technique. Tu te situes comment ? Oui, moi je pense que la confiance c'est le plus grand part, surtout avec les filles, parce que c'est comme un sport qu'il faut avoir beaucoup de courage et puis il y a plein de situations difficiles. Et puis je pense si on a la confiance et puis si on est motivé et puis si on essaie toujours de faire mieux et de faire mieux, un jour ça va être bien. Est-ce que tu achètes des jeunes chevaux? En fait, quand tu fais du commerce, quel type de chevaux tu achètes? Est-ce que tu fais du travail sur des jeunes chevaux que tu formes? Ou peut-être tu as un cavalier qui fait ça chez toi? Ou est-ce que tu essayes d'acheter des chevaux déjà un peu prêts pour faire du sport? Moi, j'achète surtout des chevaux âgés pour le commerce. Et pour moi-même, j'ai acheté un très bon 6 ans cette année. Pas vraiment 5 ans. S'il y a un qui est exceptionnel, on achète aussi à 5 ans, mais c'est surtout 6, 7, 8, 9, 10 pour moi. Et pour les clients, c'est de 8 jusqu'à 12 ans. Parce que souvent, c'est important pour les clients qu'ils aient déjà un peu d'expérience les chevaux. Comme ça, les chevaux peuvent aider aux clients pour faire le prochain niveau. Ce système que tu as construit et le pilier de chevaux que tu as maintenant, le piquet de chevaux que tu as maintenant aujourd'hui, c'est notamment grâce à des propriétaires avec qui tu travailles depuis longtemps. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Comment s'est construit la relation de confiance? Comment est-ce que tu fidélises aussi tes propriétaires pour qu'ils continuent de croire en toi, de croire en ce sport et en l'avenir de tes chevaux? Oui, j'ai vraiment beaucoup de chance avec mes propriétaires. J'en ai plusieurs propriétaires. Avec Luigi Valeri et Adolfo Iuri Luigi il est déjà mon propriétaire pour plus que 20 ans. Adolfo Iuri et sa famille, ils sont déjà propriétaires 15 ans pour moi. Et avant ça, ils étaient 20 ans pour mon oncle Marcus, alors déjà 35 ans avec la famille Fuchs. Et aussi avec la famille Bodemüller et puis ma propriétaire américaine Laura Connolly qui est avec moi pour 6 ans, 7 ans et Bodemüller pour 15 ans aussi. Alors on a vraiment une bonne relation avec nos propriétaires et puis je pense que c'est sûrement aussi grâce à mes parents parce que ces 3 propriétaires suisses c'était déjà des amis de mes parents. Et puis oui, on a une super relation. Ils viennent souvent au concours pour me supporter, pour voir ces chevaux. Et puis j'adore pour avoir des propriétaires comme ça. Et puis ils me donnent beaucoup de confiance aussi pour les chevaux, même si ça passe pas bien pour quelques concours ou si ça passe très bien. Et puis on a des demandes pour des clients qui aimeraient bien acheter mes chevaux et puis ils sont normalement pas à vendre. Alors ça me donne beaucoup... comme ça, je peux travailler calme mes chevaux et puis avoir le focus pour le sport. Ça te permet aussi d'avoir du temps parce que finalement, pouvoir prendre le temps, pouvoir dire non, ce cheval-là, il n'est pas prêt, je ne vais pas aller sauter haut tout de suite, là, il ne va pas faire ce concours. C'est pas donné à tout le monde parce que quand on a un cheval qui est à vendre, quand on a un système qui est alimenté par le commerce, il faut valoriser les chevaux et plus on les valorise vite, mieux c'est. Toi, tu as vraiment ce capital temps qui joue en ta faveur parce que tu peux vraiment laisser le temps aux chevaux d'évoluer finalement. Oui, ça c'est sûr. Je n'aime pas aller trop vite avec les chevaux. Sûrement pour les chevaux, pour la carrière, pour le long terme, c'est mieux. Et aussi pour moi, j'ai toujours besoin un peu de temps pour me mettre bien avec le cheval, pour faire le haut niveau. Ça va pour les mettre
40-45, mais si on saute le vrai parcours difficile, j'aime bien pour être déjà avec le cheval pour quelques mois ou un an même, juste pour savoir comment il va réagir, pour savoir qu'est-ce que je dois faire pour lui donner le confiance pour sauter les plus hauts obstacles. Ce système, en 2020, il t'a amené à atteindre le plus haut niveau de ton sport puisque tu étais numéro 1 mondial. Ça, c'est un vrai sujet qu'on a commencé à creuser il y a quelques années avec Peder, pour qui, lui, nous disait qu'être numéro 1 mondial, c'était un objectif. C'était vraiment une fin en soi et qu'après qu'il l'ait fait, il pouvait passer à autre chose. La même chose pour moi. Ah ouais, c'est vrai. Exactement la tu même voulais chose. vraiment être numéro 1 mondial. Ouais. Ça a changé ta façon de faire ton sport après ça. C'était vraiment un cap à atteindre. Oui, c'était vraiment mon but pour être un numéro 1 mondial. Et puis j'avais plein d'émotions quand je me rappelle encore où c'était. J'étais à Londres et puis j'étais sans photo. J'ai gagné la Coupe du Monde et puis j'étais sans photo le Grand Prix après. Non, j'ai gagné la Coupe du Monde et là je savais que je vais être numéro 1 mondial au mois de janvier. Ouais. Et puis c'était vraiment... parce que sinon on gagne des épreuves avec un cheval et c'est formidable aussi, mais numéro 1 mondial, ça te montre que tu es avec des différents chevaux sur des différentes pistes, sur des indoor, sur des outdoor, l'herbe ou sable, tu dois vraiment être... T'es au top quoi, t'es au top partout. Ouais. Et c'est hyper drôle parce que là aujourd'hui tu es 28e mondial, donc c'est sûr que tu es plus loin dans la ranking et pourtant tu viens de gagner le Grand Prix d'Aix-la-Chapelle qui est le plus gros Grand Prix au monde. Tu as eu énormément de succès cette année, mais ça n'a pas la même saveur pour toi. Bon, pour moi c'était toujours important pour être dans les premiers 10 mondiaux et puis ça pour les derniers, je sais pas, 7-8 ans, j'étais toujours là-dedans et puis ça... oui, ça surtout pour monter le final top 10 à Genève, ça c'était toujours mon épreuve préférée. Mais oui, c'est sûr, c'est vrai, cette année c'était vraiment le but, Aix-la-Chapelle, parce que Léon Ecce est fantastique dans cette piste et puis je savais qu'un jour on pouvait gagner ce Grand Prix magique-là. Et puis oui, j'ai dit déjà plusieurs fois cette année, je suis sûrement plus content de gagner Aix-la-Chapelle, le Rolex Grand Prix, et je pouvais être numéro 200 mondial. Ça. Non, du coup, c'est une erreur. Okay. Tu as participé à 3 Jeux Olympiques. Tous les cavaliers que l'on a rencontrés, qui ont fait les Jeux, nous ont dit qu'il y a les Jeux Olympiques et le reste des compétitions. Est-ce que tu le ressens comme ça ? Est-ce que pour toi, les Jeux, c'est une pression supplémentaire et une déception supplémentaire quand tu t'éloignes d'un podium ? Comment est-ce que tu les as vécus au fur et à mesure, ces Jeux ? Et qu'est-ce qui te manque maintenant pour Los Angeles ? Est-ce que tu es vraiment, maintenant que tu as été numéro 1 mondial, maintenant que tu as gagné Aix-la-Chapelle, est-ce que tu es full focus pour ta médaille, ton prochain podium olympique ? Oui, c'était sûrement dur, surtout à Paris l'année passée, Léon Ecce en pleine forme, moi en pleine forme. Et puis pour une grande déception avec cette faute sur le dernier dans la finale, parce que c'était vraiment, il sautait vraiment incroyable. Et puis, le parcours, t'avais perdu ton étrier, c'était un truc de fou, on a cru que t'allais tenir jusqu'au bout. Moi aussi, mais j'ai juste pas assez bien monté le dernier saut et puis c'était vraiment dommage pour le cheval aussi parce que je pense qu'il était vraiment prêt pour ce barrage-là. J'adore pour monter les barrages avec Léon Ecce, il est toujours à 200% dans les barrages et puis je voulais vraiment avoir une médaille olympique, mais bon, c'était pas notre jour. Et puis j'étais très 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 déçu pour quelques heures après les Jeux, mais déjà le lendemain, j'ai pris 2-3 jours de congé. Je suis allé un peu sur les montagnes, dans les montagnes en Suisse, et puis j'ai passé une très belle temps là. Alors justement, je voulais savoir comment est-ce que tu avais vécu ce moment. Déjà, comment est-ce que tu as vécu ce parcours ? Et ensuite, l'après, parce que je ne peux pas m'empêcher de faire la comparaison avec Steve, qui a dit, après sa faute, encore une barre qui va m'empêcher de dormir pendant 4 ans. Et je pense que
Alors sans doute c'était peut-être un peu trop fort, mais quelque part je pense qu'il le pense quand même. Est-ce que tu arrives à te relever quand même assez rapidement de ces moments durs, frustrants, mais que ça continue quoi? Oui, j'arrive normalement très vite pour regarder en avant, pour être plus frustré avec une faute comme ça. Mais sûrement, quand je pense à Paris et puis quand on parle de ça, il y a toujours des émotions que je porte avec moi. Et puis sûrement un jour, j'aimerais bien pour avoir une médaille et pour être sur le podium des Jeux olympiques. Ouais. Mais même si ma carrière finit demain, je suis très content avec tout ce que je pouvais gagner, avec tous les souvenirs que j'ai eus dans ce sport. Objectif Los Angeles? Oui, bien sûr. Objectif Los Angeles, mais maintenant je ne pense pas encore trop à Los Angeles. Il y en a plein des grands événements avant ça, surtout l'année prochaine avec les Jeux mondiaux à Aix-la-Chapelle, le meilleur concours de Léon Echey. Alors, d'abord, c'est ça. On a lu quelque part dans un article de presse que ta devise, c'était « Horse and rider need a deeper connection with trust, almost anything is possible ». Et ça m'a fait penser à Clooney quand il avait eu son accident, au fait que en fait, tu as tout fait pour essayer de le faire aller mieux, même si tu savais que sa carrière sportive était terminée, etc. La relation que tu as avec les chevaux, elle est bien au-delà de la partie sportive, même quand la carrière sportive, même quand la performance sportive est terminée, tu continues de nourrir vraiment ce lien que tu entretiens avec tes chevaux au quotidien. Oui, ça avec Clooney, c'était sûrement un moment très très difficile, pas vraiment dans ma carrière, mais dans ma vie, mais surtout aussi dans la vie de notre équipe, de mes parents, du propriétaire, de Luigi Balleri, du groom Sean Ward. C'était vraiment un choc pour tout le monde. Alors, moi, j'étais seulement une petite part de Clooney. Il y a toute l'équipe qui est ensemble, qui était le grand part pour Clooney, qui était en choc et puis qui avait vraiment peur qu'on ne pouvait pas sauver Clooney, mais tout le monde a fait le plus grand effort. Et puis la clinique à Zurich, ils étaient magnifiques, comment ils ont fait traiter Clooney et puis comment ils ont... qu'est-ce qu'on pouvait faire après. Alors, oui, même avec ça, avec Clooney, je n'étais pas déçu que sa carrière était finie. J'étais vraiment content que sa vie continue. Tu dirais que c'est le cheval de ta vie ou est-ce que c'est le cheval qui a marqué ta vie? C'est sûrement le cheval qui a marqué ma vie, oui. Avec Clooney, j'ai sûrement appris le plus et puis on avait plein de succès et puis on a aussi eu des déceptions et puis des grands chocs avec l'opération colique et puis après avec cette humerus cassé. Alors oui, avec lui, avec Léon Echey, tout c'est un peu plus smooth. Et avec Clooney, on avait eu un peu plus des chocs ou des moments difficiles. Et puis aussi avec... pour moi, c'est toujours, j'essaie toujours pour faire le mieux avec chaque cheval et puis j'apprends tout le temps aussi avec les différents chevaux. J'ai sûrement eu des moments difficiles aussi dans les parcours avec mes chevaux où le cheval n'a pas bien compris ce que j'ai demandé ou le cheval n'a pas fait le parcours comme je voulais. Et puis je pense dans ces moments-là, c'est important de réfléchir après pourquoi ça se passait et puis qu'est-ce que je peux faire mieux avec la connexion de mon cheval et puis qu'est-ce que je peux améliorer dans mon entraînement et dans ma façon de monter pour éviter des situations comme ça. Et puis je pense que c'est très important pour avoir des moments difficiles parce que dans ces moments difficiles, quand tout se passe bien, on ne réfléchit pas trop et on continue juste, mais dans des moments difficiles, je pense qu'on prend plus de temps pour aller un peu
en arrière pour prendre un step back et pour voir qu'est-ce qu'on peut faire mieux pour éviter les situations. Tout à l'heure, Martine, tu disais que... je change de sujet. Tu disais que Steve faisait beaucoup pour le sport. Je trouve que tu t'es vraiment, encore une fois, allié à lui sur cette partie-là de ta personnalité. À l'instar de Steve ou même d'un Roger Federer. Tu prends la parole, tu oses dire les choses. On pense forcément à cette année, ta décision de ne pas faire partie de la Ligue... de la Ligue des Nations Longines, puisqu'ils ont voulu ils ont sorti le CSIO de Saint-Gall du circuit. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Est-ce que pour toi c'est important de laisser une trace et de porter ton sport vers l'avant? C'était pas vraiment le raison qu'ils ont quitté Saint-Gall, c'était surtout les concours qu'ils ont choisis pour avoir dans la League of Nations. Parce que moi j'aime bien le format, j'adore pour faire les Coupes des Nations, mais c'est un peu dommage si on a Abu Dhabi, Ocala, Rotterdam et Saint-Tropez, où tous ces 4 concours accumulated, comment tu dis, accumulés, les spectateurs, il y en a la moitié de Falsterbo la première journée. Et puis c'est un peu ça, j'adore pour monter devant un grand public, comme ici à Lyon ou à La Baule. Et je pense que ça c'est aussi important pour le sport et pour le futur du sport. Et puis pour les jeunes cavaliers qui parce que si j'amène des amis à Ocala ou à Abu Dhabi pour le sport, ils disent ok, c'est joli cette piste et puis c'est grand cette stade, mais pourquoi il y a personne ici qui regarde le sport et puis il n'y a pas d'ambiance et puis c'est pas que je vais là et puis je suis waouh, je suis vraiment content d'être ici et puis je suis très très motivé. Mais c'est sûr aussi que c'est important pour aller aux autres endroits, pour donner une opportunité aux autres concours, pour avoir des concours 5 étoiles. Mais je pense que ce n'est pas la bonne façon pour quitter les concours traditionnels pour prendre des concours qui n'ont pas encore une grande histoire ou qui n'ont pas encore une ambiance et un public. Qu'est-ce que tu penses de ça? Nous, on a parlé, là, on était au Maroc il y a quelques semaines et on a eu cette conversation avec Yannick Bichon, qui est le speaker ici et qui speak sur plein de concours en France. Qu'est-ce que tu penses de cette multiplication des circuits? Ce week-end, on est à Lyon et à l'époque, Équitalion était la Coupe du Monde, l'endroit où il fallait être. Cette semaine, en même temps, il y a Riyad. Je dis pas du tout que c'est pas bien, pas du tout, mais du coup il y a un plateau de cavaliers qui est excellent ici, évidemment comme toujours, mais il y a aussi de très bons cavaliers qui sont à Riyad et qui ne sont pas ici. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors sans viser forcément le global, mais de parler de manière générale du fait qu'il y a de plus en plus de circuits, de plus en plus de compétitions, et quelque part est-ce que ça n'étiole pas un peu notre sport, quoi? Bon, ça je dois aussi dire avec les autres concours, moi je pense que c'est bien aussi pour les concours qu'il y a des compétitions des différents 5 étoiles parce que aussi comme avec Saint-Gall, c'est sûr que Saint-Gall ils ont fait beaucoup d'erreurs et puis ils n'ont pas amélioré leur concours assez pour être dans la League of Nations. Là j'étais un peu déçu pour le FAI et la League of Nations. Moi je pense que c'était bien pour supporter ces concours et pour dire ok, on vous aide pour améliorer votre concours, vous devrez faire ça et on continue ensemble. Et oui, avec ça, tous les concours 5 étoiles, je pense oui, c'est pas mal pour avoir un peu une compétition parce que les concours doivent s'améliorer. Mais sûrement des fois c'est un peu compliqué si on a un des meilleurs concours comme ici à Lyon. Et puis en même temps il y a Riyad qui est sûrement pas un des meilleurs concours, mais il y en a beaucoup d'argent à gagner. Est-ce que tu arrives avec tout ça, toutes ces dates, à équilibrer le planning de concours de tes chevaux, à leur offrir des vraies pauses, tu sais, à l'époque, il n'y avait pas tous ces indoors, l'hiver c'était l'hiver et on arrêtait les chevaux, quoi. Est-ce que tu arrives à pas leur imposer d'être tout le temps en concours parce qu'il faut prendre des points ici, parce qu'il y a le circuit Coupe du Monde, parce qu'il faut aller dans les Coupes des Nations, etc.
Oui, pour moi, ça allait toujours bien parce que j'avais plusieurs chevaux de Grand Prix pour faire un bon plan. Et puis, je pense jamais au point de World Ranking. Je fais toujours le plan pour les chevaux et puis j'avais la chance pour avoir assez de chevaux pour rester dans le World Ranking. Bon, tu as déjà été numéro 1 mondial, du coup, ça, c'est pas important. Et puis, même comme cette année, maintenant, j'ai jamais chassé le point où je n'ai pas fait trop de 5 étoiles avec mes chevaux. Comme normalement, avant Aix-la-Chapelle, je ne vais pas au concours juste pour me préparer bien pour Aix-la-Chapelle, même s'il y a un autre bon 5 étoiles comme à Paris ou à Rotterdam, je ne me rappelle plus quoi c'était la semaine d'avant, ou la même chose avec Genève, il y a souvent un bon concours avant Genève, mais normalement je fais rien avant Genève, juste pour être prêt moi-même et pour mes chevaux. J'aimerais qu'on parle du dressage, parce que alors... ça commence bientôt. Ouais, ça commence bientôt, ouais. On va se dépêcher. Ouais. Comment est-ce que tu travailles tes chevaux aujourd'hui en sachant qu'on te voit, puisque maintenant tu partages ta vie avec une cavalière de dressage, Simon Pierce, on te voit de plus en plus monter en dressage, tu as même posté une vidéo où tu étais sur son cheval de Grand Prix. Comment est-ce que tu entraînes tes chevaux aujourd'hui? Est-ce que le dressage a pris une part plus importante, notamment parce que tu as plus d'outils, tu as Simon qui peut t'aider aussi à travailler tes chevaux? Oui, bien sûr, Simon m'a aidé beaucoup sur le plat. Je ne veux pas dire le dressage parce que j'ai bien compris que le dressage c'est quelque chose de complètement différent que nous on fait et puis que je suis loin de monter de dressage. Mais j'adore le dressage, j'adore pour voir les autres cavaliers de dressage, pour voir Simone avec notre chevaux qu'elle s'entraîne et puis qu'elle produit vraiment d'un niveau, un petit niveau sur le plus grand niveau. Et puis j'adore pour voir comment un cheval peut évoluer et changer. Et à moi, elle m'a aidé beaucoup pour la connexion, pour avoir toujours une bonne connexion avec les deux mains, toujours une connexion dans la bouche, pour monter plus avec la jambe et moins avec les mains. Surtout avec Leone Chey, elle m'a aidé beaucoup parce qu'elle était toujours très très chaud. Et puis avant, j'ai monté avec sans jambe et avec plus de mains. Et puis elle m'a bien appris que il va être plus calme si j'utilise ma jambe plus. Et puis comme ça, il me laisse monter moi avec les mains. Et puis ça a vraiment changé beaucoup. Comme l'année 2024, on a eu notre meilleure saison, Léon et moi, avec presque des enfants dans le 1m60. Et aussi cette année ici, on a eu une vraie belle année. Et puis, je trouve qu'il devient toujours plus et plus facile, plus et plus calme, comme avec Aix-la-Chapelle et à Spruce Meadows. Et maintenant, je le montre qu'en filet simple. Et oui, c'est sûrement grâce à Simone que je peux évoluer dans cette direction. C'était comment de faire les Jeux Olympiques en couple? C'était super. Oui, mon parcours, c'était une grande déception, mais si je pense aux Jeux, j'ai que de bons souvenirs avec Simone là. On a passé un temps incroyable. Oui, c'est vraiment quelque chose que je n'avais jamais oublié dans ma vie. On va pas te retenir beaucoup plus longtemps, Martine, le dressage commence. Je pensais pas que c'était à ce point dans ton programme, par contre. Mais tu es très assidu, j'ai l'impression. On va juste finir avec quelques questions rapides. Si tu pouvais revivre un seul moment de ta carrière, toujours, ce serait lequel? Le top 10 l'année passée avec Leone Chey. Ok. S'il y avait un cheval du circuit actuel que tu pouvais voler pour monter en piste, tu choisirais lequel? Je suis très content avec mes chevaux. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'a jamais donné? Pour essayer de comprendre les chevaux. Merci beaucoup Martine d'avoir passé ce temps avec nous. On te souhaite un très bon Équitalion et puis à bientôt. Merci beaucoup à vous, ça m'a fait plaisir. Merci.